On se retrouve pour la fin du chapitre 3, le chapitre qui porte sur les coûts cibles et l'analyse de la valeur, et on va se centrer principalement sur l'analyse de la valeur dans cette troisième partie. Donc nous avons vu dans une première partie le contexte et les principes de la méthode des coûts cibles, avec ce retournement de l'équation de calcul de coût qui fait que le coût ne devient plus quelque chose que l'on constate a posteriori, mais qu'on se fixe a priori comme objectif. On a un coût objectif qu'il ne faut pas dépasser. Ce coût objectif est ensuite comparé avec un coût estimé qui est calculé en fonction d'une méthode de calcul des coûts, comme la méthode ABC. Et on en déduit un écart de compétitivité, c'est-à-dire souvent le coût estimé est supérieur au coût cible et on cherche à mettre en œuvre des méthodes pour réduire le coût estimé. Donc outre les différentes méthodes managériales de qualité totale, de Kaizen, d'amélioration organisationnelle, on peut également mettre en œuvre une méthode d'analyse de la valeur. Et c'est ce qu'on va présenter dans cette troisième partie. L'analyse de la valeur, en fait, elle est née aux États-Unis en 1947, donc c'est l'après-guerre. Et à l'époque, eh bien, il y a pas mal de matériaux qui ont été utilisés pour faire des canons, faire des chars. Il y a pas mal de matériaux qui viennent à manquer, notamment le fer. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Lawrence D. Miles, qui est ingénieur à la General Electric, qui s'est rendu compte qu'il pouvait faire face à la pénurie de ces matériaux nobles dont il avait besoin pour son entreprise. Et donc il s'est dit, je vais trouver des solutions de remplacement. Au lieu d'utiliser du fer comme je fais d'habitude, je vais essayer de trouver un matériau de remplacement qui satisfait exactement la même fonction et qui va me permettre du coup de faire face à cette pénurie. Donc il va de fait s'écarter des spécifications d'origine de ce qu'il produit d'habitude, mais tout en satisfaisant toujours les fonctions du produit, et donc tout en prenant en compte la satisfaction du consommateur. L'analyse de la valeur s'est ensuite développée en Europe grâce aux filiales des sociétés américaines, mais comme pour le management, en fait, l'essentiel de l'analyse de la valeur, de l'effort de l'analyse de la valeur, s'est développé au Japon. Les Japonais, et notamment l'industrie automobile japonaise, s'est beaucoup posé de questions sur toutes les améliorations organisationnelles et les diminutions de coûts que l'on pouvait réaliser en entreprise. Concrètement, l'analyse de la valeur, ça consiste en quoi? Eh bien, c'est une recherche méthodique et systématique des solutions les plus économiques qui sont capables de remplir les fonctions utiles. Donc l'idée, c'est que le produit doit satisfaire un certain nombre de fonctions au consommateur. Eh bien, on va essayer de trouver à faire des économies tout en continuant à satisfaire les fonctions. Donc elle doit permettre concrètement de concevoir et de réaliser au moindre coût un produit en remplissant des fonctions qui sont reconnues comme réellement nécessaires avec le niveau de qualité voulu, désiré par le consommateur. Alors, puisqu'on parle de valeur, on va commencer par définir la valeur. La valeur d'un produit correspond à la capacité de chacune de ses fonctions à satisfaire les besoins du client. Donc, normalement, vous avez un petit peu une approche de cette valeur. Vous savez que la valeur d'un produit est une grandeur qui croît lorsque la satisfaction du besoin augmente. C'est assez logique. Ou alors que le coût du produit diminue. Puisque si vous avez un produit qui finalement remplit peu de fonctions, mais qui est vraiment pas cher, vous pouvez quand même l'acheter. La valeur peut donc être considérée comme le rapport entre l'aptitude aux fonctions divisé par le coût des solutions. Si on procède à l'analyse de la valeur, on va se référer à l'AFNOR, donc l'institut qui gère souvent les normes de qualité. Donc l'analyse de la valeur est définie comme une méthode de compétitivité organisée et créative visant à la satisfaction du besoin de l'utilisateur par une démarche spécifique de conception à la fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire. Bon, la définition est un petit peu compliquée, mais plus simplement, l'objectif de la méthode, c'est vraiment d'abaisser le coût de production d'un produit en recherchant toutes les économies réalisables sur chacun des postes de dépenses, ceci sans réduire la qualité ni les performances techniques. L'analyse de la valeur consiste en fait à repenser le produit en termes de fonctions. On se demande en fait dans quel but le produit a été conçu ou acheté. Ces fonctions sont-elles indispensables, modifiables ou substituables? Alors quand je suis en cours, en fait je vous donne souvent l'exemple de ma souris d'ordinateur qui peut être plus ou moins ergonomique, qui peut être sans fil, avec fil, qui peut comporter plus ou moins de boutons. Là on va le faire avec un aspirateur, donc j'espère que vous passez tous l'aspirateur à la maison.
Et en fait, les fonctions que remplisse un aspirateur, il y en a plusieurs. Donc déjà, il y a le fait d'aspirer correctement. Donc il y a des consommateurs qui sont particulièrement sensibles à la puissance d'aspiration parce qu'ils ont des animaux, d'autres qui le sont un peu moins parce que c'est juste un aspirateur d'appoint. Vous avez également la maniabilité de l'aspirateur. Qui ne s'est jamais retrouvé avec un aspirateur complètement coincé, qui se retourne alors qu'on lui a pas demandé de se retourner, qui se renverse parce que le chariot n'est pas maniable, ou un tuyau qui s'enroule sur lui-même et qui du coup n'est pas très pratique. Vous avez donc sa facilité d'utilisation aussi qui est importante avec un fil qui va être plus ou moins grand, qui va permettre d'aller plus ou moins loin pour passer l'aspirateur, une tête d'aspiration qui va passer plus ou moins sous les meubles selon qu'elle est grosse ou pas, des accessoires fournis en plus ou moins grand nombre pour voilà, passer sur les coussins, passer sur les tapis. Et puis vous allez aussi avoir une autre fonction. Il y a des gens qui aiment bien avoir un aspirateur qui est classe, hein, petit aspirateur design, et il y en a qui n'accordent aucune importance à ce type de critères. Il y en a, ils veulent bien un aspirateur voilà, qui est joli, et d'autres, ils se disent, bah, de toute façon, il va rester dans le placard, donc qu'il soit bleu, rouge ou vert, finalement, je m'en fiche de la couleur. Donc, en fait, voilà, on a pas mal de fonctions en fait, qui sont présentes dans un aspirateur. Les consommateurs n'accordent pas la même importance à ces fonctions. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire une étude de marché pour savoir ce qu'attendent les consommateurs d'un aspirateur. Est-ce qu'ils attendent davantage de puissance? Est-ce qu'ils attendent davantage de maniabilité? Est-ce qu'ils attendent davantage de confort d'utilisation? Est-ce qu'ils attendent davantage le fait que l'aspirateur fasse pas trop de bruit? Parce qu'il y en a, ils font vraiment du bruit. Et donc c'est à partir de l'étude de marché qu'on va réussir à déterminer quelle valeur accordent les consommateurs aux différentes fonctions du produit. Pardon. Dans les différentes fonctions du produit, on a 3 types de fonctions qui sont mises en évidence. D'abord, les fonctions de service du produit, donc ce sont celles qui sont destinées à satisfaire directement les besoins ou désirs de l'utilisateur ou du consommateur. Donc on peut distinguer la fonction d'usage, hein, c'est la destination concrète de l'objet, son utilisation. Donc pour l'aspirateur, c'est aspirer. Hein. Pour une paire de lunettes, c'est procurer une meilleure vision, au-delà de tout l'aspect esthétique. Hein. Une paire de lunettes, c'est fait pour voir, pour se protéger du soleil éventuellement si ce sont des lunettes de soleil. Vous avez également les fonctions d'estime qui sont des éléments subjectifs qui résultent de motivations psychologiques de l'utilisateur ou du consommateur. Donc par exemple pour la paire de lunettes, eh bien, au-delà du fait de voir, eh bien, la paire de lunettes c'est aussi un accessoire de mode, donc on essaye de faire en sorte que cette paire de lunettes nous aille bien. Parfois certains sont sensibles à la marque et donc ils veulent avoir une grosse marque qui apparaît sur la branche des lunettes. Bon, pour l'aspirateur, c'est pas vraiment un accessoire de mode, mais certains vont être très sensibles au design. On le voit d'ailleurs avec le succès des aspirateurs Dyson, hein, qui sont particulièrement beaux, et du coup, ça devient plus un outil qu'on cache forcément dans le placard, c'est un outil qu'on peut aussi afficher dans sa cuisine. Ensuite, vous avez les fonctions techniques du produit ou de construction, qui sont celles qui ne correspondent pas directement à la satisfaction de l'utilisateur. Donc pour vous donner un exemple, eh bien, quand vous prenez un téléphone, il y a une batterie, et bien cette batterie doit avoir une taille suffisamment petite pour s'incruster facilement dans la coque. Donc on doit respecter un certain nombre de fonctions techniques par rapport au produit. Et puis on a des fonctions contraintes, qui sont des fonctions qui permettent le respect des normes ou des contraintes physiques. Donc pour un aspirateur, vous avez les normes CE, hein, qui doivent être respectées lorsque vous voulez vendre le produit sur le marché. Ce sont des normes qui font que le produit, par exemple, ne va pas prendre feu si vous l'utilisez trop longtemps. Des fois que ça vous prenne de faire le ménage dans toutes les pièces de la maison, on ne sait jamais. Et pour une peluche, vous avez aussi des normes, puisque vous devez utiliser des matières non inflammables, par exemple, afin que ces peluches puissent être vendues sur le marché français. Donc, fonction de service, fonction technique et fonction contrainte. Chaque fonction va faire l'objet d'une mesure du degré d'importance et du degré de qualité. Le degré d'importance, c'est l'ordre de priorité que l'utilisateur accorde à la fonction par rapport aux autres fonctions. Donc, par exemple, pour un aspirateur, la première fonction, ça peut être je veux que mon aspirateur aspire le mieux possible. Et le degré de qualité correspond à la valeur qu'il accorde à la fonction. Le principe pour réaliser la démarche d'analyse de la valeur, dans un premier temps, c'est de recenser, c'est-à-dire de lister de manière exhaustive, c'est-à-dire de manière complète, toutes les fonctions qui sont remplies par un produit.
D'autre part, on va essayer d'en mesurer le coût. Et ensuite, on va déterminer les fonctions essentielles pour le consommateur qu'il faut conserver, voire même améliorer, parce que ce sont des fonctions qui ont vraiment une valeur importante pour le consommateur. Voir s'il ne faudrait pas créer des fonctions nouvelles pour le produit, dans la mesure où on pourrait ainsi mieux répondre aux besoins du client. Donc créer par exemple un nouvel accessoire pour l'aspirateur qui manque au consommateur et qui pourrait déclencher l'achat. Et voir s'il n'y a pas des fonctions en trop qui sont à supprimer et qui permettraient ainsi de faire des économies sur la conception du produit. Et l'idée, c'est de déterminer toutes ces fonctions tout en identifiant à chaque fois le coût minimum auquel ces fonctions peuvent être assurées, en éliminant tout le superflu, mais en conservant la qualité et la sécurité du produit. On va faire une application pour voir comment on procède exactement avec la société Au Sole Mio, qui est spécialisée dans la fabrication industrielle de mobilier extérieur. Elle décide de créer un nouveau modèle de parasol rectangulaire, entièrement démontable, dont tous les éléments peuvent être remplacés en cas d'endommagement. Les données de l'étude sont les suivantes. Donc vous avez différents composants qui permettent de produire le parasol. Donc une structure en bois, une poulie. La poulie, c'est ce qu'on va mouliner pour faire en sorte que le parasol s'ouvre et se ferme. Une toile 100% acrylique qui permet de se couvrir du soleil. Un socle en acier zingué et une housse imperméabilisée qui va permettre de ranger le parasol éventuellement. Les fonctions qui sont réalisées par ce parasol ou qui sont... j'arrive pas à trouver mon mot. Les fonctions auxquelles répond ce produit, voilà, je retrouve, excusez-moi. C'est l'ergonomie, donc facilité d'utilisation et d'entretien. Donc est-ce que le parasol s'ouvre facilement ou est-ce qu'il se coince? Est-ce qu'il se lave facilement aussi quand vous avez malheureusement des petits oiseaux qui viennent faire leurs besoins sur la toile et qui l'attachent? Est-ce que ça se lave facilement? Le poids et la résistance, c'est une fonction aussi recherchée par le consommateur dans la mesure où il faut pouvoir le sortir assez facilement et qu'il résiste aux aléas du vent. La protection solaire et la luminosité sont importantes, donc si vous avez un parasol mais que les UV passent à travers la toile, le consommateur va quand même prendre des coups de soleil. Et puis l'esthétique et le design, c'est également une fonction recherchée par le consommateur, puisque vous voulez avoir un parasol qui fait bien sur votre terrasse et puis qui donne un bel aspect à votre extérieur. Donc le prix cible de ce parasol est de 788,66 € TTC avec une TVA à 20%. On vous précise que la marge bénéficiaire attendue est de 35% du prix de vente hors taxe et les frais de distribution estimés par parasol sont de 25 €. Dans les autres éléments qu'on vous donne, on vous donne le degré d'importance des fonctions en pourcentage. Donc l'ergonomie par rapport à l'ensemble des fonctions, donc représente 35% d'importance, le poids et la résistance 20%, la protection solaire 30%, et l'esthétique et le design finalement entrent pour 15% dans le choix du consommateur. On vous donne également la contribution de chaque composant dans la satisfaction des fonctions. Donc par exemple, pour le composant structure, eh bien, ce composant structure permet de satisfaire la fonction ergonomie à hauteur de 40%. La poulie satisfait la fonction ergonomie à hauteur de 30%, la toile à hauteur de 20%, le socle 6% et la housse 4%. Donc la somme de chaque ligne fait ici, bien sûr, 100%. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on vous donne également le coût de production estimé de chaque composant qui a été calculé à partir d'une méthode de calcul de coût. Donc le coût estimé actuellement de ce parasol est de 474,50 € et il a été réparti entre le coût estimé des différents composants. Déterminons tout d'abord le coût cible de production du parasol. Le coût de revient cible, par définition, correspond à la différence entre le prix de vente et le profit cible qu'on appelle également la marge cible. Donc vous allez commencer par déterminer le prix de vente hors taxe, puisque le prix qu'on vous donne est un prix TTC. Pour trouver le prix de vente hors taxe, vous prenez le montant TTC et vous divisez par 1,2, puisque les parasols sont soumis à un taux de TVA de 20%. Ça vous donne 657,22 €. Vous allez en déduire le coût de revient cible à partir des informations sur la marge désirée par l'entreprise, en faisant 657,22 moins les 35% de marge désirée par l'entreprise, donc moins 35% de 657,22. Votre coût de revient cible est donc de 427,19 €. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le coût cible de production. Pour passer du coût de revient au coût de production, il faut tenir compte des frais de distribution.
sur lesquels il est difficile d'agir. C'est pour ça qu'on se centre souvent sur le coût cible de production. Donc en ce qui concerne ces frais de distribution, on vous dit qu'il s'élève à 25 €. Donc je prends le coût de revient cible, j'enlève les frais de distribution. Ça me donne un coût cible de production de 402,19 €. C'est ce coût cible de production que je vais comparer avec le coût estimé des composants. Le coût cible de production est trop général et donc on va désormais aller plus dans le détail et on va déterminer le coût cible de chaque composant. Avant de déterminer le coût cible de chaque composant, on va essayer dans un premier temps de déterminer le coût cible de chaque fonction à partir du degré d'importance attribué par le client. Concrètement, la fonction ergonomie a une importance à hauteur de 35%, donc c'est la fonction qui a le plus d'importance pour le client. On va donc devoir lui consacrer 35% de notre coût cible. Puisque le coût cible s'élève à 402,19 €, eh bien, on aura un coût cible pour satisfaire la fonction ergonomie de 140,77 €. De la même façon, pour la fonction poids et résistance, vous allez affecter 20% de votre coût cible, donc 20% de 402,19 €, puis 30% de 402,19 € et 15% de 402,19 €. Vous avez ainsi le coût cible de chacune des fonctions que doit satisfaire votre produit. Une fois que vous avez déterminé ces coûts cibles, eh bien, vous allez pouvoir déduire la part de chaque composant dans la structure du coût de production. Et vous allez vous servir d'un autre tableau qui est fourni dans le contexte, qui est un tableau sur lequel vous avez une matrice entre les fonctions d'un côté et les composants de l'autre. Vous savez que la fonction ergonomie, vous avez un coût cible de 140,77 €. Cette fonction ergonomie, elle est satisfaite en partie par la structure, par la poulie, la toile, le socle et la housse. Eh bien, vous allez vous servir des pourcentages qui vous sont donnés, du degré d'importance à attribuer à la structure, à la poulie, à la toile, au socle et à la housse, et vous allez multiplier par ces 140,77 € qui sont finalement comme le budget à pas dépasser. Vous avez 140,77 € pour faire votre fonction d'ergonomie. On peut ainsi remplir la première ligne du tableau pour commencer à déduire la part de chaque composant dans la structure du coût de production cible. On passe à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, c'est la fonction poids et résistance. Donc ça a un degré d'importance de 20% pour le client. Donc on doit lui affecter un budget au maximum de 80,44 €, un coût cible de 80,44 €. Et puisque poids et résistance, ce sont des fonctions qui sont occupées par les composants structure à hauteur de 42%, poulie à hauteur de 15%, toile 31%, socle 10% et housse 2%, eh bien on va faire 80,44 multiplié par ces différents pourcentages pour obtenir le budget à attribuer à chaque composant. Vous obtenez ainsi les lignes suivantes pour les différentes fonctions. Je vous invite à le faire pour la protection solaire et esthétique et design et vérifier que vous trouvez les bons résultats. Une fois que vous avez fait les différents calculs, vous allez pouvoir déterminer le coût cible de chaque composant. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez simplement ici additionner l'ensemble de vos éléments de composants et vous allez ainsi pouvoir trouver le coût cible de chacun des composants en additionnant tout ce que vous avez dans la colonne. Vous retrouvez bien en coût cible total, évidemment, 402,19 €, qui est le montant qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ensuite, vous allez voir quelle part représente chaque composant dans le coût cible. Pour cela, donc c'est le pourcentage du coût cible ici qui m'intéresse, qui me permettra tout à l'heure de mesurer l'indice de valeur par composant. Donc pour déterminer le montant qui est ici, je vais faire 119,06 divisé par 402,19 €. Et je vais faire la même chose pour chacun de mes composants. Donc ça vous donne les pourcentages suivants, la somme devant faire 100%. Et vous allez ensuite pouvoir faire vos comparaisons entre le coût cible et le pourcentage du coût cible avec le coût estimé et le pourcentage du coût estimé. Alors, ce qui concerne le coût estimé, donc vous avez ce coût estimé total dans le contexte qui est de 474,50 €. Et on vous donne également le coût estimé de chacun des composants. Donc vous n'avez qu'à recopier le coût estimé de chacun des composants. Pour calculer ici le pourcentage du coût estimé, vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez prendre 135,60 et vous allez diviser par le total du coût estimé. Ça va vous donner ici toute la ligne pourcentage de coût estimé. Donc je vous laisse faire vos calculs, vérifier que le total fait 100%. Et vous devez trouver donc les montants suivants. Donc 28,6% par exemple pour la structure.
Cela va vous permettre de calculer l'indice de valeur par composant qu'on a évoqué dans le cours tout à l'heure. Donc pour calculer cet indice de valeur, vous allez prendre le pourcentage du coût cible ici, qui est de 29,6%. Donc là, actuellement, la structure représente 29,60% du coût cible, alors que dans notre coût estimé, la structure ne représente que 28,6% du coût estimé. Ça vous donne un indice de valeur qui est de 1,03. Quand vous avez un indice qui est supérieur à 1, cela indique que peut-être que vous n'avez pas consacré assez de budget à ce composant dans votre produit. Vous pouvez également compléter votre tableau en calculant l'écart entre le coût estimé et le coût cible. Donc là, c'est un écart en valeur. Donc vous prenez votre coût estimé qui est ici, en valeur, 135,60. Vous enlevez votre coût cible et vous trouvez votre écart que vous devez savoir analyser. Si vous avez un coût estimé qui est plus grand que votre coût cible, comme c'est le cas ici, alors la situation est défavorable pour l'entreprise. Et inversement, si vous avez un coût estimé qui est plus petit que le coût cible, la situation est plutôt bonne. Concrètement ici, vous vous retrouvez avec des écarts qui sont tous positifs. Donc vous avez un coût estimé qui est supérieur au coût cible pour l'ensemble des composants. Et globalement, on voyait ici qu'on avait un écart qui était également un écart de compétitivité qui était défavorable. On complète enfin la formation par le calcul d'un écart relatif qui va rapporter l'écart que vous avez ici au coût cible. Donc le coût cible, il est à 119,06. Ça vous donne un écart en pourcentage, ça vous permet de voir celui qui s'écarte le plus en valeur du coût cible. Concrètement, une fois que vous avez trouvé tous ces chiffres, il convient d'essayer d'en ressortir une analyse. Donc concrètement, on a vu que globalement, on a un écart de compétitivité qui est défavorable. On le voit ici car le coût estimé est plus important que le coût cible. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est davantage une analyse par composant. Donc quand on se base sur l'analyse de l'écart en valeur, qui est l'écart simplement ici entre le coût estimé et le coût cible, on se rend compte que les écarts les plus importants ici portent sur la structure et la toile. Donc il faut faire des efforts de réduction des coûts les plus importants sur la structure et la toile. Maintenant, si on analyse l'écart en valeur relative, donc qui est celui-ci, on se rend compte que c'est plutôt ici le socle sur lequel on a une grosse différence, puisque le coût estimé du socle est 34% plus élevé que le coût cible. Donc il faudrait peut-être analyser ce qui se passe au niveau du socle. Il y avait une deuxième façon de faire qui était plus rapide, puisqu'on avait tous les éléments pour trouver directement le tableau que vous avez réalisé, le deuxième tableau que vous avez réalisé, en combinant en fait les deux matrices que vous aviez, la première matrice qui était la matrice de fonction et la deuxième matrice qui était la fonction des composants. Donc ici, quand vous regardez vos données de l'énoncé, vous aviez ici un degré d'importance de l'ergonomie pour le client qui était de 35%, et la structure permettait de satisfaire la fonction ergonomie à hauteur de 40%. Donc quand vous faites 35% x 40%, vous savez qu'il y a 14% du coût cible qui doit être attribué ici sur la structure. De la même façon, vous faites la même chose au niveau de la poulie. Donc poulie, vous êtes toujours sur ici l'ergonomie, donc 35% d'importance pour le client, et la poulie doit satisfaire à hauteur de 30% la fonction ergonomie. Donc vous trouvez ici un pourcentage de 10,5%. Donc je vous invite à comprendre cette façon de faire qui est plus rapide, qui nécessite d'avoir plutôt une vision matricielle des choses. À chaque fois, vous devez multiplier le degré d'importance de la fonction par la contribution de chaque fonction à la satisfaction du client. Vous aviez une deuxième explication qui était prévue avec poids et résistance. Vous voyez que poids et résistance représente un degré d'importance de 20% pour le client. La structure permet de contribuer à la fonction poids et résistance à hauteur de 42%. Ça vous donne donc ici un budget à consacrer à la structure de 8,40% du coût cible. Vous finissez ensuite donc votre colonne et vous vérifiez que vous avez les mêmes résultats que moi. On passe maintenant aux limites de la méthode des coûts cibles pour terminer. Sachant que voilà, donc l'objectif c'est de réduire les coûts
au maximum, quitte à simplifier le produit, parce que parfois on se rend compte qu'il y a des fonctions qui ne sont pas forcément utiles pour le consommateur. Il faut faire attention parce que, en fait, à trop vouloir pratiquer des prix bas, le risque c'est d'affaiblir l'attractivité des nouveaux produits. Concrètement, comme on veut simplifier et parfois on se centre vraiment sur les fonctions essentielles, donc par exemple pour une voiture, la fonction essentielle c'est de rouler, il ne faut pas négliger certaines fonctions qui sont utiles pour le consommateur. Donc par exemple Nissan vraiment utilisait la méthode de façon très stricte et donc ils ont simplifié à outrance leur voiture, ce qui fait que la voiture en fait n'était pas du tout attractive pour le consommateur. On parle dans ces cas-là de marketing extinctif, hein, c'est Christophe Midler qui a mis en évidence cette notion. Donc vous avez une petite photo là d'une Nissan et en fait Nissan voilà, n'attirait plus de consommateurs. C'est pour ça qu'ils se sont alliés ensuite avec Renault. Il y a une alliance entre Renault et Nissan. Et ils ont revu la façon de concevoir les véhicules et désormais Nissan a renoué avec le succès, notamment avec le Nissan Juke qui est un SUV qui a un bon succès auprès des consommateurs. La deuxième limite de la méthode du coût cible, c'est qu'à trop vouloir baisser les coûts, et que cette baisse des coûts, en fait, on doit l'anticiper dès la conception, eh bien, il ne faut pas négliger ni les objectifs de qualité, ni les objectifs de tenue des délais. À un moment donné, si on a un produit à lancer sur le marché, il ne faut pas retarder le lancement du produit, parce que les concurrents, eux, vont peut-être respecter les délais, vont lancer leurs produits avant nous, et du coup vont capter nos consommateurs. Donc attention au temps de développement qui doit rester raisonnable. Et enfin, c'est un gros problème pour l'organisation. On est vraiment dans une logique de diminuons les coûts, diminuons les coûts. Donc on va essayer d'engager tous les acteurs de l'organisation pour réduire les coûts. Certains vont être plus impliqués que d'autres, évidemment. Et donc c'est source de stress pour eux parce qu'ils vont constamment être mis sous pression pour trouver des idées pour réduire encore plus les coûts, pour améliorer l'organisation. Donc attention à ne pas trop stresser les équipes parce que derrière, quand les gens sont stressés, ça va engendrer des conflits, notamment entre les personnels de production qui sont fortement concernés. Hein. C'est à eux qu'on va dire, écoutez, il faut essayer d'être plus efficace. Là, votre temps de montage, il est trop long. Est-ce que vous ne pourriez pas trouver un autre mode d'organisation pour fabriquer le produit en moins de temps? Parce que là, vous mettez trop de temps. Et les autres qui sont moins impliqués, donc moins impliqués, par exemple les managers, ils vont mettre la pression hein, pour que les personnels de production réduisent les coûts. Donc il faut faire attention à avoir un bon management, parce que quand on est manager, il faut avoir une bonne vision des difficultés que traversent les personnes qu'on doit manager. Donc voilà pour les principales limites de la méthode des coûts cibles, qui est quand même une méthode voilà, assez intéressante dans la mesure où on essaye vraiment de revoir la conception du produit complètement pour satisfaire le consommateur. Donc en conclusion, l'analyse de la valeur, vous l'avez compris, doit s'intégrer dans l'organisation interne de l'entreprise. Dans les grandes firmes, ça nécessite que les gens coopèrent. On doit coopérer avec les services de production, avec les services de conception, puisque à terme, tout le monde va travailler en partenariat. Donc cette méthodologie est principalement destinée aux grands fabricants de produits standardisés, dans l'automobile, dans l'électroménager, dans l'alimentation, mais la méthode est maintenant transposable aux biens d'équipement unitaires, notamment aux hôpitaux et aux autoroutes, et aux administrations, aux activités de conception et de recherche, où on va comme ça budgétiser, fixer des objectifs de coûts qui sont très stricts. Et ben voilà, c'est terminé pour cette première séance de distanciel. Pour cette semaine, en fait, il n'y aura pas d'exercice parce que le cours a déjà été voilà, assez intense. Même si la vidéo ne fait pas 2 heures exactement, il faut le temps que vous fassiez vos calculs. Donc vraiment, j'espère que vous n'avez pas simplement recopié les informations de la vidéo, que vous avez bien essayé de faire les calculs. C'est ça qui vous permettra de faire les exercices dès la semaine prochaine. À bientôt!